Tout a commencé il y a 3 semaines, lorsque j'ai reçu cet appel de Grégory, mon avocat. J'étais sur ma véranda, regardant le soir tomber sur les champs infinis qui entouraient mon petit refuge. J'y vivais depuis la mort de mon mari, il y a 5 ans. La ville n'avait tout simplement plus de sens pour moi sans lui. La campagne m'offrait la paix. Elle me donnait de l'espace pour respirer, pour me souvenir sans être écrasé par le bruit du monde. Éléanore, a dit Grégory de cette voix que j'ai reconnue immédiatement, celle qu'il utilisait quand quelque chose allait terriblement mal. J'ai besoin que tu viennes à mon bureau demain matin. C'est urgent. C'est au sujet de l'appartement que ton père t'a laissé. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Cet appartement en ville était la dernière chose qu'il me restait de mon père, Arthur. C'était plus que des briques et des fenêtres. C'était son héritage, sa façon de me dire qu'il veillerait toujours sur moi, même après son départ. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je me suis retourné dans mon lit, fixant le plafond, essayant d'imaginer ce qui avait bien pu se passer. Des problèmes d'impôts, un locataire difficile. Jamais je n'aurais imaginé la vérité. Jamais je n'aurais pensé que mon propre fils, Ryan, l'enfant que j'avais porté dans mon ventre, que j'avais élevé avec tout mon amour, puisse me trahir ainsi. Le lendemain matin, j'ai conduit près de 2 heures pour me rendre au bureau de Grégory. Les rues de la ville semblaient plus bruyantes que jamais, plus hostiles. Quand je suis arrivé, il m'attendait avec un dossier Kraft sur son bureau. Son visage était grave, tendu. Il m'a invité à m'asseoir et à refermer la porte derrière moi. Le silence dans ce bureau était lourd, comme si l'air lui-même savait ce que j'allais entendre. Éléanore, a-t-il commencé, ouvrant lentement les dossiers, comme s'il lui en coûtait de me montrer ce qu'ils contenaient. Ton appartement a été vendu il y a 2 semaines. Ces mots m'ont frappé comme des pierres. Vendu, ai-je répété, sans comprendre. Comment a-t-il pu être vendu? Je n'ai rien vendu du tout. Grégory a pris une profonde impression et a fait glisser les documents vers moi. Ce n'est pas toi qui l'as vendu. C'est Ryan. Il a utilisé une procuration en ton nom et a signé l'acte de vente. L'appartement a déjà un nouveau propriétaire, Éléanore. Et l'argent? L'argent est déjà sur les comptes de ton fils. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mes mains tremblaient en prenant les documents. Il était là, l'acte de vente, les signatures, les tampons officiels, et en page 3 se trouvait ma prétendue signature. Je savais que cette signature n'était pas la mienne. Elle y ressemblait, certes, mais je connaissais ma propre écriture, ces petits détails que moi seul remarquais. Je n'ai pas signé cela, ai-je dit d'une voix brisée. Grégory a hoché la tête. Je sais. C'est pour cela que t'ai appelé immédiatement. Il m'a expliqué que Ryan avait utilisé une procuration que j'avais signée des années auparavant, lorsque j'étais malade et que j'avais besoin de quelqu'un pour s'occuper de certaines démarches administratives pendant ma convalescence. Cette procuration lui donnait le pouvoir d'agir en mon nom, mais seulement pour une durée limitée. C'est là qu'est le détail, Éléanore, a dit Grégory. Et dans sa voix, j'ai décelé quelque chose qui n'était pas seulement de la colère, mais presque de la satisfaction. Cette procuration a expiré il y a 3 mois. Ryan l'a utilisée alors qu'elle n'avait plus aucune validité juridique. De plus, il a imité ta signature sur plusieurs documents complémentaires. Je l'ai regardé, sans encore comprendre l'ampleur de ce que cela signifiait. Et qu'est-ce que cela veut dire, ai-je demandé. Grégory s'est adossé à son fauteuil, et pour la première fois de la matinée, j'ai vu l'ombre d'un sourire sur son visage. Cela signifie, Éléanore, que ton fils a commis une erreur cruciale. Une erreur qui va le détruire, car cette vente est complètement nulle et illégale. Non seulement il doit restituer l'appartement, mais il risque des poursuites pénales pour faux en écriture et fraude. Les mots flottaient autour de moi, mais je ne parvenais pas encore à les assimiler pleinement. Mon fils, mon Ryan, ce petit garçon qui me serrait si fort la main autrefois parce qu'il avait peur du noir. Ce jeune homme qui m'avait serré dans ses bras à l'enterrement de son père en me promettant qu'il serait toujours là pour moi. Ce même homme venait de me vendre, de me trahir, de me voler la seule chose que mon père m'avait laissée. Pourquoi a-t-il fait ça, ai-je chuchoté, bien qu'au fond, je connaisse déjà la réponse. L'argent. Tout tournait toujours autour de l'argent. Depuis qu'il avait épousé Jessica, depuis qu'il s'était installé dans cette grande maison du quartier chic, depuis qu'il s'était entouré de gens qui ne mesuraient le succès qu'en dollars et en apparence,
j'étais devenu invisible à ses yeux. J'étais juste la vieille mère vivant à la campagne, sans importance, sans voix, sans valeur. Je ne sais pas, Éléanore, a répondu Grégory. Mais ce que je sais, c'est qu'il a complètement sous-estimé la mauvaise personne. Il m'a regardé droit dans les yeux. Sot garçon, a-t-il marmonné presque pour lui-même en rangeant les dossiers. Sot garçon. Je suis sorti de ce bureau les jambes tremblantes, mais avec autre chose en moi, un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. Ce n'était pas seulement de la rage. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était de la détermination. C'était la certitude absolue que je ne laisserais pas passer cela. Ryan avait commis l'erreur de croire que parce que je vivais à la campagne, parce que j'avais 63 ans, parce que j'étais sa mère calme et patiente, j'étais une femme facile à duper. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que personne dans ma famille ne semblait se rappeler, c'est que le silence n'est pas une faiblesse. Le silence peut être de la patience. Le silence peut être une stratégie, et j'avais appris durant ces années de solitude et de réflexion que parfois, le silence est la plus puissante des armes. Je suis rentré à la campagne les vitres baissées, sentant le vent fouetter mon visage. La pluie avait cessé et le ciel commençait à se dégager, laissant filtrer des rayons de lumière dorée à travers les nuages gris. Dans mon sac, je transportais une copie de tous les documents que Grégory m'avait remis. Et dans mon esprit, un plan commençait à prendre forme. Car si Ryan pensait que tout était fini, il se trompait lourdement. Ce n'était que le début. Pour comprendre comment nous en étions arrivés là, je dois vous ramener 5 ans en arrière, à une époque où ma vie était complètement différente. Quand mon mari était encore en vie et que j'étais une femme qui croyait aux promesses, à la famille, à l'idée que les liens du sang seraient toujours plus forts que tout. Quelle naïveté. Nous vivions en ville à l'époque, dans un quartier tranquille où tout le monde se connaissait. Mon mari travaillait comme comptable et je donnais des cours de couture à domicile. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions assez. Nous avions de l'amour. Nous avions des rires. Nous avions ces petites habitudes qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Le dimanche matin, je préparais du café à la cannelle et il lisait le journal sur la véranda. C'étaient nos moments sacrés. Ryan était déjà marié à cette époque. Il était tombé amoureux de Jessica, une belle femme au sourire parfait qui travaillait dans le marketing pour une grande entreprise. Dès le début, j'ai remarqué quelque chose chez elle. Ce n'était pas exactement de la méchanceté. C'était plutôt de l'ambition. Une ambition qui brillait dans ses yeux chaque fois qu'elle parlait de promotion, de maisons plus grandes, de voitures plus neuves. Et Ryan, mon fils, s'est laissé entraîner dans ce monde d'apparence. Peu à peu, les visites sont devenues plus rares. Les appels plus courts. Et lorsqu'il venait nous voir, il y avait toujours une tension dans l'air, assis il s'acquittait d'une corvée plutôt que de profiter d'un moment en famille. Jessica regardait notre maison avec cette expression qu'elle pensait discrète, mais que je remarquais parfaitement. Ce regard qui disait, les pauvres gens, se contentaient de si peu. Puis mon mari est tombé malade. Ce fut un cancer du pancréas rapide, brutal, impitoyable. En 6 mois, il est passé d'un homme fort et plein de vie à l'ombre de lui-même. Ryan est venu à l'enterrement, bien sûr. Il a pleuré dans mes bras. Il m'a dit qu'il serait toujours là pour moi, qu'il ne me laisserait jamais seul. Jessica se tenait à distance dans son impeccable robe couleur aubergine et ses lunettes de soleil sombre, comme si le deuil était quelque chose de tachant. Après l'enterrement, je ne pouvais plus supporter de rester dans cette maison remplie de souvenirs. Chaque recoin me rappelait sa présence. Chaque bruit était un écho de son absence. C'est alors que mon père, Arthur, m'a suggéré de m'installer à la campagne. Il y possédait un petit chalet où il passait ses week-ends. « Va te reconstruire là-bas », m'a-t-il dit avec cette sagesse que seuls les pères possèdent. Le calme de la campagne guérit ce que le bruit de la ville brise. Et il avait raison. J'ai déménagé à la campagne et j'y ai trouvé une paix dont j'ignorais l'existence. J'ai appris à vivre avec moins, à apprécier le lever du soleil, le chant des oiseaux, la sensation de la terre sous mes pieds nus. J'ai appris que la solitude n'est pas toujours de la tristesse. Parfois, c'est de la liberté. J'ai planté un petit jardin d'herbes aromatiques. J'ai adopté 2 chats qui sont apparus un jour et ont décidé de rester. J'ai lu tous les livres que je n'avais jamais eu le temps de lire. Ryan m'appelait à peine, peut-être une fois par mois. Des conversations brèves où il parlait de ses projets, de ses investissements,
de son intention d'acheter une maison encore plus grande. Il ne me demandait jamais comment j'allais vraiment. Il n'a jamais voulu venir me voir à la campagne. C'est trop loin, maman, disait-il toujours. Tu sais comment est la circulation. Comme si 2 heures de route représentaient le bout du monde. Ma sœur, Carole, qui vivait en ville près de l'endroit où Ryan avait acheté sa nouvelle maison, le défendait toujours. C'est un homme occupé, Eleanor, me disait-elle quand je me plaignais de son éloignement. Il a des responsabilités, une femme, une carrière. Il ne peut pas s'occuper de toi tout le temps. Et je me taisais, car argumenter avec Carole revenait à parler à un mur. Elle avait toujours préféré Ryan. Depuis qu'il était petit, elle disait qu'il irait loin, qu'il avait quelque chose de spécial. Et moi, selon elle, j'étais trop surprotectrice, trop mélodramatique, trop dépendante. Puis mon père est mort. Arthur, l'homme qui m'avait appris à coudre, à cuisiner, à rester ferme quand la vie essayait de me faire plier. Il avait 87 ans et il s'est éteint paisiblement dans son sommeil, tout comme il l'avait toujours souhaité. Mais sa mort a laissé un vide que je ressens encore aujourd'hui dans ma poitrine. La veille de sa mort, il m'a appelé dans sa chambre d'hôpital. Nous étions seuls. Il a pris ma main avec cette force surprenante qu'il possédait encore et a sorti une clé de sa poche. C'est pour toi, m'a-t-il dit. L'appartement où j'ai vécu toutes ces années est à ton nom dans mon testament. Je veux que ce soit ta sécurité, ton filet de sauvetage. Promets-moi que tu ne le vendras jamais par nécessité, mais seulement le jour où tu décideras que c'est le bon moment. Je le lui ai promis, les larmes coulant sur mes joues. Je lui ai promis de prendre soin de cet héritage tout comme il avait pris soin de moi toute ma vie. Cette clé est devenue mon trésor le plus précieux. Je la gardais dans une petite boîte en bois près de mon lit. Parfois, lors des nuits difficiles, je la serrais dans mes doigts et sentais que mon père était toujours avec moi, qu'il me protégeait encore. L'appartement était situé dans un bon quartier de la ville, près du parc principal. Il n'était pas immense, mais il était lumineux, bien entretenu et, selon Grégory, valait environ 250 000 $ sur le marché actuel. Je n'avais jamais pensé à le vendre. C'était mon filet de sécurité, oui, mais c'était plus que cela. C'était le dernier lien physique qui me rattachait à mon père, l'endroit où il avait passé ses dernières années heureuses, là où je lui rendais visite chaque dimanche pour prendre le thé et écouter ses histoires. Ryan connaissait l'existence de l'appartement. Évidemment, il était présent lors de la lecture du testament. J'ai vu ses yeux s'illuminer lorsque l'avocat a mentionné la valeur estimée du bien. Jessica lui a serré la main et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. J'ai fait semblant de ne rien voir, mais j'ai tout remarqué. Je remarque toujours tout. Après l'enterrement de mon père, Ryan m'a rendu visite à la campagne pour la première fois en 2 ans. Il est venu seul, sans Jessica, ce qui m'a surprise. J'ai pensé qu'il s'était enfin souvenu qu'il avait une mère, que notre deuil partagé nous rapprocherait. Quelle folie! Il s'est assis dans ma petite cuisine, a bu le café que je lui avais préparé et a dit « Maman, cet appartement est trop lourd à gérer pour toi. Tu devrais le vendre et investir cet argent dans quelque chose qui rapporte. Je peux t'aider avec ça, je connais de bonnes opportunités. » Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit non, que l'appartement resterait ma propriété jusqu'au jour où j'en déciderai autrement. J'ai vu la frustration sur son visage, ce regard impatient qu'il affichait quand les choses ne tournaient pas à son avantage. Mais il n'a pas insisté ce jour-là. Il m'a dit au revoir avec une étreinte glaciale et est parti. J'aurais dû savoir alors. J'aurais dû voir les signes. Mais une mère veut toujours croire le meilleur de ses enfants, même lorsque toutes les preuves indiquent le contraire. 6 mois ont passé. J'ai continué ma routine à la campagne, m'occupant de mon jardin, lisant, menant la vie simple que j'aimais tant. Puis je suis tombé malade, une mauvaise infection respiratoire qui m'a cloué au lit pendant des semaines. Ryan est apparu, l'air inquiet, et m'a proposé de s'occuper de quelques démarches bancaires pendant ma convalescence. J'avais besoin de quelqu'un pour payer quelques factures, gérer le courrier. J'ai signé cette procuration sans trop réfléchir. C'était mon fils. J'avais confiance en lui. Cette confiance a été mon erreur. Une erreur qui était sur le point de me coûter tout ce que mon père m'avait laissé. Mais ce fut aussi l'erreur que Ryan a commise en me sous-estimant. Car ce qu'il ignorait, c'est que je n'étais plus la même femme que celle qui avait signé ce document. La campagne m'avait changé.
La solitude m'avait instruite et le silence m'avait apporté une clarté d'esprit que je n'avais jamais eue auparavant. Ryan pensait que parce que je vivais loin, parce que j'étais plus âgé, parce que j'étais seul, j'étais invisible. Et thought he was a harmless old woman et could manipulate without consequence. Mais il était sur le point de découvrir que les femmes comme moi, celles qui ont survécu à la perte, à la trahison et à des années de sous-estimation, sont les plus dangereuses lorsqu'elles décident enfin de se défendre. Les jours qui ont suivi cette entrevue avec Gregory ont été étranges. J'ai conservé mes habitudes à la campagne, arrosant les plantes, nourrissant les chats, préparant mes repas. Mais tout semblait irréel, comme si je jouais dans une pièce de théâtre dont je connaissais déjà la fin tragique. Chaque fois que je regardais la petite boîte en bois où je gardais la clé de l'appartement, je ressentais un mélange de rage et de tristesse si profond qu'il m'était difficile de respirer. Mais je ne pouvais pas m'effondrer. Pas encore. Gregory m'avait dit de rester calme, d'agir intelligemment, de ne pas me laisser déborder par mes émotions. Eleanor, m'avait-il dit avant que je ne quitte son bureau. Le plus important à présent, c'est que Ryan ne sache pas que tu es au courant. S'il soupçonne que tu as découvert le poteau rose, il pourrait essayer de dissimuler l'argent, fabriquer d'autres faux documents, complexifier toute la procédure judiciaire. Nous avons besoin qu'il se sente en sécurité, confiant, victorieux, car les hommes trop confiants commettent des erreurs, et nous allons utiliser chacune de ces erreurs contre lui. J'ai donc attendu pendant 3 jours entiers. J'ai attendu, ne faisant rien d'autre que vivre ma vie habituelle. Tandis qu'à l'intérieur je bouillonnais, Gregory s'activait à rassembler toutes les preuves nécessaires, copies certifiées de la procuration d'origine avec les dates d'expiration bien visibles, expertise des signatures imitées, relevé bancaire de la transaction. Tout devait être parfait, irréfutable, incontestable. C'est l'après-midi du 4e jour que mon téléphone a sonné. Le nom de Ryan est apparu sur l'écran, et j'ai senti mon cœur s'emballer. J'ai pris 3 grandes inspirations avant de décrocher. « Allô » ai-je dit de la voix la plus calme possible. « Maman » s'est-il exclamé. Et dans son ton, il y avait quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années. Une excitation sincère, presque de l'euphorie. « Comment vas-tu ? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. »« Je vais bien, mon fils » ai-je répondu, serrant le téléphone si fort que mes articulations en sont devenues blanches. « Et toi ? Comment vont les choses ?» Il y a eu un silence, puis j'ai entendu ce rire qu'il avait lorsqu'il était enfant, mais qui sonnait maintenant faux et creux. « Maman, les choses se passent incroyablement bien. En fait, je t'appelle parce que je viens de conclure la meilleure affaire de ma vie. Un investissement qui va complètement changer notre avenir. Notre avenir. Comme si lui et moi partagions encore autre chose qu'un patronyme et un sang empoisonné. C'est merveilleux, mon fils, ai-je dit, gardant ma voix neutre, dépourvue d'émotion. Je suis contente pour toi. J'espérais qu'il raccrocherait bientôt, que ce ne serait qu'une de ces conversations superficielles que nous avions de temps en temps. Mais non, il en voulait plus. Il voulait se vanter. Tu sais quoi, maman ? J'ai enfin pu faire quelque chose avec l'appartement de grand-père. Ces mots sont tombés comme un glaçon dans mon estomac. Tout simplement. D'un ton détaché, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. Quel appartement, ai-je demandé. Même si je savais parfaitement de quoi il s'agissait, j'avais besoin de l'entendre prononcer ces mots. J'avais besoin de cet aveu pour nourrir la colère qui grandissait en moi. L'appartement que grand-père t'a laissé, a-t-il dit avec cette patience exagérée que l'on emploie avec les enfants ou les personnes âgées confuses. Tu sais, maman, cet endroit perdait juste de la valeur en restant vide. Les impôts, l'entretien, tout cela te coûtait de l'argent que tu n'avais pas besoin de dépenser. Alors, j'ai pris la décision de le vendre. J'ai trouvé un excellent acheteur. Il a payé en espèces. 240 000 $. N'est-ce pas fantastique? J'ai fermé les yeux. 240 000 $. 10 000 $ de moins que la valeur réelle de l'appartement. Probablement parce qu'il avait dû le vendre rapidement, sans négocier correctement, pressé d'obtenir les fonds. Ryan, ai-je dit lentement. Cet appartement était à moi. Mon père me l'avait laissé. Je l'ai entendu soupirer, comme s'il faisait face à une colère d'enfant. Maman, je sais qu'il était à toi. C'est pour cela que tout l'argent est mis de côté pour toi. Enfin, la majeure partie. J'ai dû prendre une petite commission pour avoir géré tout ça.
Tu sais, les avocats, la paperasse, mon temps. Mais le reste est en sécurité, placé dans un fonds qui te rapportera des mensualités. Tu n'as plus à te soucier de rien. Jessica et moi nous sommes occupés de tout. Jessica et moi. Évidemment, Jessica était dans le coup. C'était probablement son idée depuis le départ. Et tu n'as pas pensé à me demander mon avis avant de faire tout cela, ai-je dit. Quelque chose dans mon ton a dû l'alerter, car il y a eu un bref silence avant qu'il ne réponde. Maman, tu vis au milieu de nulle part, sans internet, sans accès facile à la ville. J'ai pensé qu'il valait mieux tout régler et t'annoncer la bonne nouvelle ensuite. En plus, j'ai utilisé la procuration que tu m'avais donnée. Tout était légal. Tout était en règle. Tu as confiance en moi, n'est-ce pas? La question flottait dans l'air comme du poison. Évidemment que j'ai confiance en toi, ai-je menti, car j'avais besoin qu'il continue à parler, à se confesser. Tu es mon fils. Je l'ai entendu se détendre à l'autre bout du fil. Exactement. Je suis ton fils et je veillerai toujours sur toi. Écoute, l'argent est sur un compte spécial. Je vais t'envoyer les documents par courrier pour que tu puisses les examiner. Mais crois-moi, maman, c'était la meilleure chose à faire. Ce vieil appartement ne faisait que te coûter de l'argent. Maintenant, tu as des liquidités. Tu as des investissements. Tu as un avenir. À l'arrière-plan, au loin, j'ai entendu la voix de Jessica. Je ne comprenais pas ces mots, mais le ton était pressant, presque nerveux. Maman, je dois y aller, a dit rapidement Ryan. Jessica m'appelle, mais on se voit bientôt, d'accord? Je viendrai à la campagne dans quelques jours pour tout expliquer calmement. Je t'aime. Et il a raccroché avant que je ne puisse répondre. Je suis restée assise là, dans mon petit salon, le téléphone toujours à la main, regardant le soleil commencer à descendre derrière les collines. Mon fils venait d'avouer son crime sans même s'en rendre compte. Il avait admis avoir vendu l'appartement en utilisant la procuration, avoir prélevé une commission sur l'argent, que tout avait été fait à mon insu et sans mon consentement, et il l'avait fait avec cette arrogance caractéristique de celui qui se croit plus malin que tout le monde. J'ai composé le numéro de Grégory. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Eleanor? Il vient de m'appeler, ai-je dit. Ryan, il m'a tout dit. Il m'a dit qu'il avait vendu l'appartement, qu'il avait utilisé la procuration, qu'il avait gardé une partie de l'argent, tout. Il a tout avoué. Il y a eu un silence, puis j'ai entendu un ton qui ressemblait presque à de la satisfaction dans la voix de Grégory. Parfait. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Est-ce que tu as enregistré la conversation? Mon cœur a manqué un battement. Je n'y avais même pas pensé. Non, ai-je avoué, me sentant soudain stupide. Mais Grégory n'a pas semblé inquiet. Cela n'a pas d'importance. Avec ce que nous avons déjà rassemblé, c'est amplement suffisant. La procuration expirée, les signatures imitées, les relevés bancaires, et maintenant nous savons exactement combien d'argent il a touché, et qu'il admet lui-même avoir pris sa part. C'est de l'or en barre, Eleanor. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, ai-je demandé. Maintenant, nous attendons qu'il vienne te voir, a dit Grégory. Quand il sera là, tu vas agir tout à fait normalement. Tu vas le laisser tout expliquer. Laisse-le te montrer les documents qu'il va sûrement apporter pour se justifier. Et tu vas l'enregistrer. Tu vas enregistrer chaque mot qu'il prononcera. Tu peux faire ça? J'ai pensé à mon père, à la façon dont il m'avait appris que la dignité ne consiste pas à crier, mais à rester ferme. J'ai pensé à toutes ces années où Ryan m'avait traité comme si j'étais invisible, comme un fardeau, comme quelqu'un dont la vie n'avait aucune importance. Et j'ai senti quelque chose en moi se durcir, devenir froid et tranchant comme de l'acier. Oui, ai-je dit. Je peux le faire. Parfait, a répondu Grégory. Parce qu'il a commis une erreur, Eleanor. Une énorme erreur. Il a utilisé une procuration expirée, falsifié des documents et s'est approprié de l'argent qui ne lui appartenait pas. Et il l'a fait en pensant que tu ne le découvrirais jamais, que tu ne ferais rien, que tu n'es qu'une vieille femme sans défense vivant à la campagne. C'était son erreur cruciale. Et maintenant, nous allons lui faire payer chaque mensonge, chaque fausse signature, chaque dollar qu'il a volé. J'ai raccroché et j'ai regardé la pluie qui s'était remise à tomber. Des gouttes frappaient mes carreaux comme des larmes que je ne pouvais plus verser.
Quelque chose avait changé en moi durant cette conversation. Je n'étais plus seulement la mère blessée. Je n'étais plus la victime silencieuse. J'étais une femme qui avait décidé de se battre. Et quand une femme de 63 ans qui a survécu à la perte et à la trahison décide enfin de rendre les coups, aucune force sur Terre ne peut l'arrêter. Ryan avait dit qu'il viendrait dans quelques jours. Parfait. Je serai prête avec mon enregistreur, mes questions, mon silence transformé en arme. Car il croyait que tout était fini. Il pensait avoir gagné. Mais en vérité, ce n'était que le début. Ryan est arrivé un mardi après-midi, au volant de sa nouvelle voiture argentée qui brillait sous le soleil comme un bijou. Je l'ai regardé se garer devant chez moi et j'ai senti mon estomac se nouer, mais j'ai gardé un visage neutre et serein. Je m'étais entraîné pendant des jours. Devant mon miroir, j'avais répété chaque expression, chaque mot, chaque geste. Je devais incarner la mère confuse mais confiante, pas la femme qui savait déjà tout. Il est sorti de la voiture avec une pochette verte sous le bras et ce sourire qui, autrefois, me faisait fondre. « Maman » s'est-il exclamé en s'avançant vers moi les bras ouverts. Il m'a serré dans ses bras et je lui ai rendu son étreinte, sentant mon corps se tendre malgré moi. Il sentait cette eau de Cologne de luxe que Jessica lui achetait toujours, un parfum qui coûtait plus cher que mon budget de course mensuel. « Entre, mon fils » ai-je dit en m'écartant. J'avais préparé du café et des biscuits. Nous sommes allés dans mon petit salon, et il a jeté un regard circulaire avec cette expression que je connaissais déjà, ce mélange à peine déguisé de pitié et de supériorité. Il s'est assis sur mon canapé en tissu usé et a posé la pochette sur la table basse en bois. J'avais placé mon téléphone sur l'étagère derrière lui, en mode enregistrement discret. Grégory m'avait montré comment l'activer sans attirer l'attention. « Eh bien, maman » a-t-il commencé en ouvrant la pochette avec des gestes calculés, presque théâtraux. « Je t'ai apporté tous les documents concernant l'appartement. Je veux que tu vois que tout a été fait correctement, dans la légalité la plus totale, et en ayant toujours ton bien-être à l'esprit. » Il a sorti plusieurs feuilles et les a étalées sur la table. Je les ai regardées sans vraiment les voir car je les connaissais déjà. Grégory m'en avait montré des copies. « Voici l'acte de vente » a-t-il dit en le désignant de l'index. Comme tu peux le voir, le prix était excellent. 240 000 $ payés en totalité. Et voici le relevé du compte sur lequel j'ai déposé l'argent. Enfin, la majeure partie. Il s'est interrompu et m'a regardé avec une expression qu'il voulait sans doute sincère. J'ai dû prélever 30 000 $ en guise de compensation pour tout le travail, les avocats, les démarches, mon temps. C'était un processus complexe, maman. Mais les autres 210 000 $ sont juste ici, investis dans ce fonds qui te rapportera des intérêts de 5% par an. 30 000 $. 30 000 $ qu'il s'était octroyé purement et simplement, comme si c'était son droit le plus strict. « Et pourquoi ne m'as-tu pas consulté avant de faire tout cela » ai-je demandé d'une voix douce, presque timide. Il a soupiré, comme s'il s'était attendu à cette question et avait déjà préparé la réponse parfaite. « Maman, tu vis si loin de tout ici. Pas d'internet, pas de ligne fixe, aucun moyen facile de communiquer, et il y avait un acheteur très intéressé qui avait besoin d'une réponse rapide. Si j'avais attendu, nous aurions pu rater l'occasion. De plus, j'ai utilisé la procuration que tu m'avais donnée, donc tout était parfaitement légal. Tu m'avais fait confiance pour gérer tes affaires, tu t'en souviens ? » Ces paroles semblaient raisonnables, convaincantes. Il avait probablement persuadé beaucoup de gens avec ce ton. « Bien sûr que je m'en souviens, » ai-je dit, saisissant ma tasse de café pour donner une contenance à mes mains tremblantes. C'était quand j'étais malade. J'avais besoin d'aide pour des papiers administratifs. Exactement, a-t-il répondu, souriant comme si je comprenais enfin. Et cette procuration me donnait le pouvoir d'agir en ton nom, pour ton propre bien, maman. Toujours pour ton bien. J'ai bu une goulée de café et je l'ai regardé par-dessus le bord de la tasse. Mon fils, j'espère que tu as tout fait correctement, que tous les papiers sont en règle. Quelque chose a traversé son visage, une ombre furtive qui ressemblait à de la nervosité, mais elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Nous avons discuté encore un peu. Il m'a parlé de ses projets, de la façon dont l'argent de cet appartement lui avait permis de réaliser un investissement important dans une entreprise de technologie. Il m'a parlé de Jessica, de son bonheur, du fait qu'ils allaient bientôt pouvoir s'offrir une maison encore plus grande dans un quartier très fermé. Et pendant qu'il parlait,
Tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que chacun de ces mots était une boucle supplémentaire à la corde qu'il était en train de se passer autour du cou. Il est reparti au bout de 2 heures, après une autre étreinte superficielle et des promesses en l'air de venir me voir plus souvent. Je l'ai regardé s'éloigner dans sa voiture rutilante et j'ai attendu qu'il soit complètement hors de vue avant de prendre mon téléphone et d'arrêter l'enregistrement. Je l'avais. J'avais ses aveux complets, avec les détails, les chiffres et son admission claire qu'il avait utilisé la procuration sans m'en parler. J'ai appelé Grégory immédiatement. J'ai tout, lui ai-je dit, la voix tremblante non de peur, mais d'une sorte de triomphe anticipé. Parfait. Éléanore, envoie-moi ça tout de suite. Avec cet enregistrement et tout ce que nous avons réuni, nous pouvons lancer la procédure. Il y avait aussi du triomphe dans sa voix. Mais mon triomphe fut de courte durée. Le lendemain, ma sœur Carole a débarqué sans prévenir. Elle est privée d'un accueil chaleureux, le visage tendu et les lèvres pincées. J'ai compris immédiatement que Ryan lui avait raconté quelque chose, probablement sa version des faits, son mensonge soigneusement échafaudé. Éléanore, a-t-elle dit dès qu'elle a franchi le seuil, sans même me saluer correctement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On me dit que tu cherches des ennuis au sujet de l'appartement de papa. Je l'ai dévisagé, surprise par son ton accusateur. Des ennuis, Carole? Ryan a vendu mon appartement sans ma permission. Il a utilisé de faux documents. Tu ne trouves pas que c'est un problème? Elle a balayé l'air de la main comme pour chasser une mouche agaçante. Ryan m'a tout expliqué. Il a utilisé la procuration que tu lui as donnée. Tout était légal et il l'a fait en pensant à toi, pour que tu n'aies pas à te soucier de cet appartement qui ne faisait que te coûter de l'argent. Ces mots étaient presque identiques à ceux de Ryan. Ils avaient manifestement accordé leur violon. La procuration était expirée, ai-je dit d'une voix ferme. Il n'avait aucun droit de s'en servir. Carole m'a regardé comme si j'étais folle. Oh, Éléanore, toujours si mélodramatique, a toujours tout exagéré. C'est ton fils, pour l'amour de Dieu. Ton propre fils. Tu penses vraiment qu'il te volerait? Qu'il te ferait du mal? J'ai senti la colère bouillir en moi. Carole, j'ai des preuves. J'ai des documents montrant que la procuration n'était plus valide, qu'il a imité ma signature sur plusieurs papiers. Ce n'est pas du cinéma. C'est de la fraude. Mais elle a secoué la tête avec cet air supérieur qu'elle arborait toujours, comme si j'étais une enfant idiote qui ne comprenait rien au fonctionnement du monde. Tu veux savoir ce que je pense, Éléanore? Je pense que tu es aigrie. Je pense que tu vis seul ici sans rien avoir à faire, et que tu t'inventes des problèmes là où il n'y en a pas. Ryan a réussi sa vie, il a une carrière brillante. Tu crois vraiment qu'il a besoin de te voler? Il a son propre argent, sa propre vie. Ce qu'il a fait, c'était pour t'aider. Et au lieu de le remercier, tu l'accuses d'être un criminel. Ces paroles m'ont giflé. Alors, tu ne me crois pas, ai-je demandé, et ma voix a résonné de façon plus frêle que je ne l'aurais voulu. Ce n'est pas que je ne te crois pas, Éléanore, a-t-elle dit, adoucissant légèrement le ton. C'est que je pense que tu es confuse. Tu as peut-être mal compris quelque chose. C'est peut-être ton avocat qui te met des idées en tête. Et porter cela devant les tribunaux, accuser ton propre fils, détruire ta famille pour un malentendu. Est-ce que cela en vaut la peine? Ce n'est pas un malentendu, ai-je instamment dit, sentant les larmes me monter aux yeux, des larmes que je refusais de verser devant elle. C'est un vol. C'est de la fraude. Et je ne vais pas me taire simplement parce que c'est mon fils. Carole a poussé un profond soupir, comme face à quelqu'un d'impossible. Alors fais-le, a-t-elle fini par dire d'une voix glaciale. Détruis ton fils, envoie-le en prison, gâche sa vie. Mais quand tout sera fini et que tu te retrouveras complètement seul, sans fils, sans famille, sans personne, ne viens pas pleurer dans mes bras. Parce que cela, Éléanore, c'est ta décision, et tu vas devoir en assumer les conséquences. Et sans un mot de plus, elle s'est détournée et est sortie de chez moi, laissant la porte ouverte derrière elle. Je suis restée plantée au milieu de mon salon, tremblante, sentant le monde vaciller de façon étrange. Ma sœur, la personne qui était censée me soutenir, avait choisi le camp de Ryan. Elle m'avait traité de mélodramatique, de confuse, d'aigrie. Elle avait minimisé le crime de mon fils comme s'il s'agissait d'un simple désaccord familial. Et à cet instant, j'ai compris une chose que j'aurais probablement dû comprendre depuis bien longtemps.
J'étais complètement seul dans cette épreuve. Je n'avais plus ma sœur. Je n'avais plus mon fils. Je n'avais pas de famille pour me défendre ou croire en moi. Je n'avais que moi-même et Grégory, un avocat qui, à la fin de la journée, rentrerait chez lui alors que je resterais cette femme de 63 ans vivant seule à la campagne, en guerre contre tout le monde. Mais peut-être que cela suffisait. Peut-être que je me suffisais à moi-même, car la vérité n'a pas besoin de la foule pour rester la vérité. La justice ne perd pas de sa valeur simplement parce que je suis seul à la réclamer. Et si je devais mener cette bataille sans personne à mes côtés, qu'il en soit ainsi. J'ai appelé Grégory le soir même. « Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout » m'a-t-il demandé après que je lui ai raconté la visite de Carole. « Ta sœur a raison sur un point. Ce sera difficile. Ce sera douloureux. Ta famille va se liguer contre toi. Es-tu prête pour cela ?» J'ai regardé par la fenêtre l'obscurité de la campagne et les étoiles qui brillaient dans le ciel dégagé. J'ai pensé à mon père, à la façon dont il m'avait appris que certaines choses méritent qu'on se batte pour elles, même si elles doivent vous coûter cher. J'ai pensé à la promesse que je lui avais faite de protéger son héritage. Et j'ai pensé à la femme que j'étais devenue durant ces années de solitude, une femme qui n'avait plus peur du silence ni de se retrouver seule. « Oui » ai-je dit d'une voix ferme. « Je suis prête. » Parce qu'ils ont cru que mon silence était une faiblesse. Ils ont pensé que parce que j'étais seul, plus âgé, et que je vivais loin, j'étais quelqu'un qu'ils pouvaient ignorer, manipuler et voler. Mais ils se sont trompés. Et maintenant, ils vont apprendre que le silence peut aussi être une arme. Et j'ai appris à m'en servir. 2 semaines se sont écoulées depuis la visite de Carole. 2 semaines durant lesquelles Grégory a travaillé à préparer tous les documents juridiques nécessaires pour présenter l'affaire devant un juge. J'essayais de maintenir ma routine habituelle, mais tout semblait différent. Le jardin qui m'apportait autrefois la paix me paraissait désormais trop silencieux. Les chats qui me tenaient compagnie ne faisaient plus que me rappeler à quel point j'étais seul dans ce combat. Un après-midi, alors que j'arrosais les pieds de basilic qui poussaient près de la fenêtre de la cuisine, j'ai entendu une voiture s'arrêter devant chez moi. Je n'ai pas reconnu le véhicule, une berline gris foncé immatriculée en ville. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Était-ce Ryan? Avait-il découvert que je le poursuivais en justice? Mais la personne qui est sortie de la voiture n'était pas Ryan. C'était Jessica, sa femme, celle qui m'avait toujours regardé avec ce mélange de pitié et de dédain, comme si j'étais un vieux meuble qu'on avait oublié de jeter. Mais cette fois, alors qu'elle s'avançait vers ma porte, quelque chose en elle était différent. Ses épaules étaient affaissées. Son visage sans maquillage laissait voir de profondes cernes, et ses mains tremblaient lorsqu'elle a frappé à ma porte. J'ai ouvert lentement, ne sachant pas à quoi m'attendre. « Jessica » ai-je dit, gardant un ton neutre. Elle m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux une expression que je n'y avais encore jamais vue, une peur authentique. « Eleanor » a-t-elle dit d'une voix brisée. « Est-ce que je peux entrer, s'il te plaît ? J'ai besoin de te parler. » J'ai hésité un instant, mais sa détresse m'a poussé à m'écarter. Nous sommes entrés dans le salon et elle s'est assise sur le bord du canapé, ses mains jointes sur ses genoux. J'ai remarqué qu'elle ne portait pas son alliance. « Je ne sais pas par où commencer » a-t-elle dit, la voix tremblante. Je l'ai observée en silence, attendant la suite. Après des années à être invisible pour elle, voilà qu'elle avait besoin de moi. « Je ne savais pas » a-t-elle commencé, et des larmes ont coulé le long de ses joues. « Je le jure devant Dieu, je ne savais pas que ce qu'il faisait était illégal. Ryan m'a dit que tu lui avais donné la permission, que tu avais signé tous les papiers, que tu étais d'accord pour la vente. Il m'a menti, Eleanor. Il m'a menti à moi aussi. » Ces mots sortaient d'un coup, précipités, désespérés. Il y a 3 jours, j'ai trouvé des documents dans son bureau. Je cherchais des reçus fiscaux et j'ai trouvé un dossier caché au fond d'un tiroir. Il y avait des copies de la procuration, des copies de ta signature et des brouillons. Des brouillons où il s'exerçait à imiter ta signature, Eleanor. Des pages et des pages de papier où il a recopié ton nom encore et encore jusqu'à ce qu'il soit parfait. Mon sang n'a fait qu'un tour. Jessica a sorti son téléphone d'une main tremblante. J'ai tout pris en photo. Je ne savais pas quoi en faire, mais je savais que je devais les garder, car quand j'ai confronté Ryan, quand je lui ai demandé ce que cela signifiait, il est devenu furieux.
Il m'a dit de me mêler de mes affaires, que je ne comprenais rien, que tout ce qu'il faisait était pour notre avenir. Elle a fait glisser le téléphone sur la table vers moi. J'ai pris l'appareil et j'ai commencé à regarder les photos. Elles étaient là, claires comme le jour, des pages entières couvertes de ma signature, répétées inlassablement. Des documents comportant des notes dans la marge de la main de Ryan, doit être plus incliné. Le E doit être plus courbé. S'entraîner jusqu'à ce que ce soit identique. C'était la preuve irréfutable de la préméditation, de l'intention criminelle. Il y a autre chose, a ajouté Jessica en essuyant ses larmes du revers de la main. L'argent de la vente. Ryan m'a dit qu'il en avait investi la majeure partie dans un fonds sécurisé pour toi. Mais j'ai vérifié nos comptes bancaires. Sur la totalité de la somme, seuls 120 000 $ se trouvent sur un placement à ton nom. Le reste. Il s'en est servi pour rembourser des dettes dont j'ignorais l'existence. Des dettes liées à des investissements ratés, à des emprunts qu'il a contractés pour maintenir notre train de vie. 120 000 $. Sur les 240 000 qu'il avait tirés de mon appartement, seule la moitié était censée être mise de côté pour moi. Et probablement que même cette somme n'était pas réellement sécurisée. Pourquoi me racontes-tu tout cela, ai-je fini par demander. Jessica m'a regardé de ses yeux rouges et gonflés. Parce que c'est mal. Parce que je ne veux pas être complice de ça. Parce que quand j'ai épousé Ryan, je pensais que c'était un homme honnête et travailleur. Ambitieux, oui, mais d'une bonne manière. Mais cela. Ce n'est pas de l'ambition, Eleanor. C'est du vol. C'est trahir sa propre mère, et je ne veux pas faire partie de ça. Sa voix s'est complètement brisée. J'ai déjà engagé un avocat pour le divorce. Je quitte la maison, mais avant de partir, j'avais besoin que tu connaisses toute la vérité. Es-tu prête à témoigner, ai-je demandé, et ma voix a résonné de façon plus dure que je ne l'aurais voulu. Elle a hoché lentement la tête. Oui, je témoignerai. Je remettrai toutes les preuves que je possède. Les documents, les photos, les relevés bancaires, absolument tout. Elle s'est levée, tremblant encore. Je sais que je n'ai pas été gentil avec toi. Je sais que je t'ai traité comme si tu nous étais inférieur. Et je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ryan m'avait convaincu que tu ne comprenais rien au monde moderne, que tu n'étais qu'une vieille femme têtue. Mais la vérité, c'est que tu étais la seule personne honnête dans toute cette famille. Après le départ de Jessica, je suis restée assise dans mon salon pendant des heures, tenant son téléphone avec toutes ces photos accablantes. J'ai appelé Grégory et je lui ai tout raconté. J'ai entendu sa respiration se couper lorsque j'ai décrit les preuves. Eleanor, c'est plus que ce que j'espérais. Avec ça, non seulement nous pouvons faire annuler la vente, mais nous pouvons exiger des poursuites pénales graves pour faux en écriture préméditée. Cela pourrait lui coûter des années de prison. Et Jessica, ai-je demandé. Si elle témoigne, sera-t-elle protégée? Grégory a réfléchi un instant. Nous pouvons négocier son immunité en échange de son témoignage. Elle n'a pas participé activement à la fraude. Elle a été trompée, tout comme toi. Un procureur raisonnable acceptera l'accord. Il y a eu un silence. Eleanor, es-tu sûre de vouloir aller aussi loin? Il ne s'agit plus seulement de récupérer ton appartement. Cela pourrait détruire complètement Ryan. J'ai regardé par la fenêtre les champs qui m'avaient servi de refuge toutes ces années. J'ai pensé à mon père, à sa voix me disant de protéger l'héritage qu'il m'avait laissé. J'ai pensé à toutes les fois où Ryan m'avait fait me sentir invisible, insignifiante, stupide. J'ai pensé à la façon dont il avait méticuleusement planifié de me voler, s'entraînant à imiter ma signature comme un vulgaire criminel. Il s'est détruit tout seul, ai-je fini par dire. Je m'assure simplement qu'il assume les conséquences de ses actes. Lance toute la procédure, Grégory. Jusqu'au bout. J'ai raccroché le téléphone et je me suis rendu compte que je ne tremblais plus. Je ne ressentais plus ni peur ni doute. J'éprouvais quelque chose de différent, de puissant. Je ressentais de la certitude. La certitude de faire ce qui était juste, peu importe la douleur. Jessica m'avait offert l'arme ultime, la preuve irréfutable que Ryan n'avait pas commis une erreur impulsive, mais un crime calculé et délibéré. Et désormais, avec ces preuves entre mes mains, il n'avait plus aucune issue. Le filet se refermait sur lui, et il ne le savait pas encore.
Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités juridiques. Grégory a travaillé presque sans dormir, préparant chaque document, chaque preuve, chaque argument que nous allions présenter au juge. Jessica avait officiellement transmis toutes les photos et tous les documents trouvés dans le bureau de Ryan. Son avocat spécialisé en divorce avait déjà pris contact avec Grégory pour coordonner son témoignage en échange de l'immunité. De mon côté, j'essayais de garder mon calme au milieu de la tempête qui s'annonçait. Chaque matin, je me réveillais avec un nœud à l'estomac, me demandant si ce serait le jour où Ryan découvrirait ce qui l'attendait. Mais Grégory m'avait assuré que tout resterait confidentiel jusqu'au moment précis du dépôt de la plainte devant le tribunal. Un après-midi, alors que je préparais une tisane à la camomille dans ma petite cuisine, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Eleanor a d'ailleurs dit une voix d'homme que je n'ai pas reconnue immédiatement. C'est Arthur. Il m'a fallu un instant pour situer le nom. Arthur, le prénom de mon père. Non, attendez. J'étais confuse. Je n'avais pas d'autre fils. Arthur, ai-je répété, troublé. Oui, Arthur Harrison. Je suis le comptable qui a travaillé sur la vente de l'appartement. J'ai besoin de vous parler de toute urgence. Mon cœur s'est emballé. De quoi s'agit-il? Un lourd silence s'est fait à l'autre bout du fil. Je préfère ne pas en parler par téléphone. Est-ce que je peux venir vous voir demain matin? C'est au sujet d'irrégularités que j'ai découvertes dans la transaction. Des irrégularités dont je pense que vous devriez être informé. Le lendemain, Arthur Harrison est arrivé chez moi au volant d'une voiture modeste. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, avec d'épaisses lunettes et une expression sérieuse. Il s'est assis dans mon salon, déclinant le café que je lui proposais, trop nerveux pour les politesses d'usage. Madame Eleanor, a-t-il commencé en sortant une chemise de sa serviette. J'étais le comptable que Ryan a engagé pour gérer les aspects financiers de la vente de votre appartement. À l'époque, il m'avait assuré que tout était autorisé par vous, qu'il avait votre plein accord. Mais il y a une semaine, a-t-il poursuivi, j'ai reçu un appel du bureau du registre public me demandant des précisions sur certaines divergences dans les documents. Cela m'a poussé à tout réexaminer de plus près, et j'ai trouvé des choses qui ne collent pas, madame. Des détails qui me font penser que j'ai participé sans le savoir à quelque chose d'illégal. Il a ouvert la pochette et m'a montré plusieurs documents couverts de chiffres et de tampons officiels. Regardez ici, a-t-il dit en désignant une date précise. C'est la date à laquelle vous êtes censé avoir signé l'autorisation de vente. Or, d'après les dossiers médicaux que j'ai réussi à obtenir, vous étiez hospitalisé ce jour-là en raison de complications liées à votre infection respiratoire. Il vous était impossible de signer quoi que ce soit. J'ai senti mon souffle se couper. C'était une autre pièce à conviction, une preuve de plus de la falsification. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Arthur, sa voix tremblant légèrement. Les chiffres ne correspondent pas. Ryan m'a dit que l'appartement s'était vendu 240 000 $, mais quand j'ai vérifié les registres officiels de la transaction, le prix réel était de 260 000 $. Quelqu'un a empoché 20 000 $ supplémentaires qui n'ont jamais figuré sur aucun document officiel. Et, madame, j'ai signé ces papiers en croyant que tout était légitime. Ma réputation professionnelle est en jeu. Je l'ai regardé fixement. Pourquoi me dites-vous cela? Arthur a retiré ses lunettes et a frotté ses yeux fatigués. Parce que je suis un professionnel honnête, madame Eleanor. Je travaille comme comptable depuis 30 ans et je n'ai jamais, au grand jamais, été mêlé à quoi que ce soit de frauduleux. Quand j'ai compris ce qui s'était réellement passé, j'ai connu deux options, me taire et devenir complice, ou venir vous trouver et vous dire la vérité. J'ai choisi ma conscience plutôt que ma peur. Êtes-vous prêt à témoigner, ai-je demandé directement. Il a hoché lentement la tête. Oui, j'ai déjà contacté mon propre avocat. Je vais coopérer pleinement avec les autorités. J'ai des copies de tous les documents originaux, de tous les enregistrements de transactions, de tous les emails que j'ai échangés avec Ryan, absolument tout. Il s'est levé, visiblement tremblant. Je suis vraiment désolé, madame. Je suis désolé de ne pas m'en être rendu compte plus tôt. Je suis désolé d'avoir servi d'instrument pour vous dépouiller. Après le départ d'Arthur, j'ai immédiatement appelé Grégory. Quand je lui ai fait part de cette nouvelle révélation, je l'ai entendu pousser un long sifflement. 260 000 $.
Non seulement Ryan a utilisé de faux documents, mais il a aussi caché une partie de la somme réelle de la vente. C'est bien pire que ce que nous pensions, Eleanor. Ce n'est pas seulement de la fraude, c'est du détournement de fonds, de l'évasion fiscale, de multiples chefs d'inculpation pénaux. Quand déposons-nous la plainte? Ai-je demandé, sentant la détermination se solidifier en moi comme de la fonte qui refroidit. La semaine prochaine, a répondu Grégory. J'ai un rendez-vous avec le procureur demain. Avec le témoignage de Jessica, celui d'Arthur, toutes les preuves écrites, les photos des entraînements de signature, les relevés bancaires. Eleanor, le dossier est en béton armé. Il n'y a aucun moyen pour que Ryan s'en sorte. Il y a eu un long silence. Comment te sens-tu? Il me posait une question personnelle, qui n'avait rien à voir avec les procédures ou les stratégies juridiques. Je suis restée silencieuse, réfléchissant sincèrement à ma réponse. Comment je me sens? Je me sens triste, ai-je admis finalement. Triste parce que mon fils s'est révélé être quelqu'un que je ne connaissais pas. Quelqu'un capable de planifier pendant des mois comment voler sa propre mère. Quelqu'un qui a copié ma signature jusqu'à la perfection, qui a menti à sa femme, qui a trompé un comptable honnête, qui a trahi la mémoire de son grand-père. Je me sens triste pour le petit garçon qu'il était et pour l'homme qu'il est devenu. Mais aussi, ai-je poursuivi, sentant ma voix s'affermir, je me sens forte, plus forte que je ne l'ai été depuis des années. Parce que pendant très longtemps, j'ai laissé ma famille me traiter comme si j'étais invisible, comme si mon avis ne comptait pas, comme si le fait d'être âgé et de vivre à la campagne me rendait inférieur à eux. Et aujourd'hui, je suis là, debout, à me battre pour ce qui m'appartient, pour ce que mon père m'a laissé, pour ma dignité. Et cela, Grégory, cela me donne un sentiment de puissance. Ce soir-là, je me suis assise sur ma véranda pour regarder les étoiles. La campagne était silencieuse, hormis le chant des grillons et le murmure du vent dans les arbres. J'ai pensé à mon père, j'ai pensé à quel point il serait fier de me voir défendre son héritage. J'ai pensé à mon mari, à la manière dont il m'avait appris que l'amour véritable n'a pas peur de la vérité. J'ai pensé à toutes ces années où j'avais vécu sans bruit, acceptant les choses, m'y conformant. Mais cette époque était révolue. La femme qui avait signé cette procuration il y a des années, confiante et naïve, n'existait plus. À sa place, il y avait moi, une femme de 63 ans qui avait appris que l'âge ne vous affaiblit pas, il vous rend plus sage. Que la solitude ne vous rend pas vulnérable, elle vous enseigne qui vous êtes vraiment. Que le silence n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. Et Ryan était sur le point d'apprendre la leçon la plus dure de son existence. Sous-estimer quelqu'un ne le rend pas faible, cela vous rend simplement aveugle. Et l'aveuglement, sur le champ de bataille juridique qui s'annonçait, scellerait sa chute totale. La tempête allait éclater. Et j'étais prête. Le jour du procès est arrivé sous un ciel gris menaçant de pluie. J'ai revêtu mes plus beaux vêtements, un tailleur beige que j'avais mis de côté pour les grandes occasions, et j'ai fait les 2 heures de route vers la ville, les mains fermes sur le volant. Grégory m'avait expliqué toute la procédure, mais rien ne pouvait réellement me préparer au moment où j'allais voir mon fils de l'autre côté de la salle d'audience. Quand je suis entré dans la salle, Ryan était déjà là, assis à côté de son avocat, un homme en costume coûteux qui semblait plus préoccupé par son téléphone que par la gravité de l'affaire. Ryan m'a vu entrer et son visage a exprimé une surprise totale. De toute évidence, il ne s'attendait pas à ce que je vienne en personne. Il pensait sans doute qu'il ne s'agissait que d'un problème administratif mineur, réglable en quelques appels et peut-être un petit versement par son avocat. Je me suis assise de l'autre côté, avec Grégory à mes côtés. Jessica était là elle aussi dans la zone des témoins, évitant soigneusement le regard de Ryan. Arthur Harrison, le comptable, était installé près d'elle, un dossier volumineux posé sur ses genoux. La salle s'est remplie peu à peu, le procureur, les greffiers, quelques curieux probablement présents pour d'autres affaires. Quand le juge est entré, nous nous sommes tous levés. C'était un homme d'un certain âge, aux cheveux entièrement blancs et à l'expression sévère. Il s'est assis, a examiné les documents devant lui pendant ce qui a semblé une éternité, puis a fini par lever les yeux. Il s'agit de l'affaire Eleanor Martinez contre Ryan Martinez pour fraude, faux en écriture et détournement illicite de propriété. Les 2 parties sont présentes. L'audience a commencé par la présentation de notre version des faits par Grégory, d'une voix claire et professionnelle. Il a expliqué comment Ryan avait utilisé une procuration expirée, imité ma signature,
vendu mon appartement sans autorisation et s'était approprié l'argent. Chaque mot tombait dans la salle comme une lourde pierre. J'observais Ryan s'agiter nerveusement sur sa chaise, murmurant des consignes pressantes à son avocat. « Nous appelons notre premier témoin », a d'ailleurs dit Grégory. Jessica Martinez. Jessica s'est levée sur des jambes tremblantes et s'est dirigée vers la barre. Après avoir prêté serment de dire la vérité, Grégory a commencé ses questions. « Madame Martinez, pouvez-vous nous dire ce que vous avez trouvé dans le bureau de votre mari le 20 octobre dernier ?» Jessica a pris une profonde inspiration et a commencé à parler. Sa voix était basse mais ferme. Elle a décrit comment elle avait trouvé les feuilles sur lesquelles Ryan s'exerçait à copier ma signature, comment elle avait tout photographié, comment il lui avait menti sur l'origine de l'argent. Il m'a dit qu'Eleanor avait tout autorisé, a déclaré Jessica. Et pour la première fois, elle a regardé directement Ryan. Il m'a fait croire qu'elle était d'accord, que c'était la meilleure chose à faire pour elle. Mais quand j'ai trouvé ses entraînements de signature, quand j'ai vu les vrais documents, j'ai compris qu'il avait fait de moi la complice d'un crime à mon insu. L'avocat de Ryan a tenté de discréditer son témoignage. N'est-il pas vrai que vous êtes en instance de divorce et que vous pourriez avoir des motivations personnelles de nuire à mon client? Jessica l'a regardé sans ciller. Je suis en instance de divorce précisément parce que j'ai découvert que mon mari est un criminel. Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici parce que la moindre des choses est de dire la vérité. Puis ce fut le tour d'Arthur Harrison. Le comptable a présenté l'ensemble des relevés financiers, montrant les écarts entre ce que Ryan déclarait et ce qui s'était réellement passé. Le prix de vente réel était de 260 000 $, a-t-il expliqué avec une clarté toute professionnelle. Or, M. Martinez n'a déclaré que 240 000 $. Les 20 000 $ restants ont totalement disparu des registres officiels. Et quelle conclusion en tirez-vous? A demandé Grégory. Arthur a ajusté ses lunettes. Qu'il y a eu dissimulation intentionnelle de fonds, qu'une fraude fiscale a été commise et que j'ai été trompé pour participer à une transaction frauduleuse. Le juge prenait des notes en continu, son expression se faisant de plus en plus sévère. Grégory a ensuite présenté les photographies prises par Jessica. Une par une, les images sont apparues sur le grand écran de la salle d'audience, des pages et des pages d'imitation de ma signature, avec des annotations dans la marge de l'écriture de Ryan indiquant comment la perfectionner. Les preuves étaient si claires, si irréfutables, que j'ai vu le visage de l'avocat de Ryan pâlir à vue d'œil. Et enfin, a dit Grégory, nous présentons le document le plus important de tous. Il a projeté la procuration d'origine sur l'écran, les dates bien visibles. Le silence dans la pièce était total. De plus, a poursuivi Grégory, nous disposons de dossiers médicaux prouvant que Madame Eleanor Martinez était hospitalisée le jour même où elle aurait signé les documents d'autorisation de vente. Il lui était physiquement impossible d'être présente pour cette signature. Il a déposé les dossiers médicaux sur le bureau du juge. L'avocat de Ryan a tenté de plaider qu'il s'agissait d'un malentendu, que son client avait agi de bonne foi, croyant la procuration toujours valide, et qu'il n'y avait aucune intention criminelle. Mais ces mots sonnaient creux face à la montagne de preuves que Grégory avait présentées. Les photos des entraînements de signature balayaient tout argument d'innocence ou d'erreur involontaire. Quand ce fut mon tour de témoigner, je me suis dirigé vers la barre, sentant tous les regards fixés sur moi. J'ai prêté serment de dire la vérité et je me suis assise. Grégory m'a posé des questions simples. Quand j'avais signé la procuration, si j'avais autorisé la vente, si je savais que mon fils avait l'intention de vendre l'appartement. À chaque question, j'ai répondu par la vérité claire et directe. Mais c'est lorsque l'avocat de Ryan a procédé à mon contre-interrogatoire que tout a changé. Madame Martinez, a-t-il dit d'un ton condescendant, n'est-il pas vrai que votre fils a toujours pris soin de vous? Qu'il cherchait simplement à protéger vos intérêts? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon fils, ai-je dit d'une voix ferme, a passé des mois à planifier comment me dépouiller. Il a recopié ma signature jusqu'à la perfection. Il a utilisé des documents qu'il savait périmer. Il a menti à sa femme, trompé un comptable honnête et trahi la mémoire de son grand-père. Ce n'est pas prendre soin de quelqu'un. C'est un crime prémédité et calculé. J'ai vu Ryan baisser la tête, incapable de croiser mon regard. Le juge a ordonné une suspension de séance de 20 minutes pour examiner l'ensemble des pièces. Pendant ce temps, Ryan a tenté de m'approcher dans le couloir. « Maman », a-t-il dit d'une voix désespérée. « S'il te plaît,
on peut encore arranger ça. Je peux te rendre tout l'argent. On peut régler ça en famille, sans juge, sans prison. Je l'ai regardé et, pour la première fois de ma vie, j'ai vu qui il était réellement. Pas mon fils, mais un inconnu qui partageait mon sang, mais pas mes valeurs. Ryan, ai-je dit calmement, tu as eu de nombreuses occasions de bien agir. Tu aurais pu choisir de ne pas me voler. Tu aurais pu avouer quand je t'ai confronté. Tu aurais pu rendre l'argent une fois découvert, mais tu as choisi de mentir encore et encore. À présent, les conséquences de tes décisions ne sont plus entre mes mains. Elles sont entre celles de la justice. Je me suis détourné et je suis retourné dans la salle d'audience. Lorsque le juge est revenu, son expression était de marbre. J'ai examiné l'ensemble des preuves présentées dans cette affaire, a-t-il commencé, et je dois dire que j'ai rarement vu une fraude aussi délibérée et calculée. La procuration expirée, les fausses signatures manifestement préméditées, la dissimulation de fonds, les mensonges répétés à plusieurs parties. Monsieur Martinez, ce que vous avez fait n'est pas une erreur de jugement. C'est un crime méticuleusement planifié contre votre propre mère. Par conséquent, a poursuivi le juge, je déclare la vente de l'appartement nul et non avenu. Le bien doit être immédiatement restitué à Madame Eleanor Martinez. De plus, j'ordonne à Monsieur Ryan Martinez de rembourser l'intégralité de la somme obtenue par cette vente frauduleuse, majorée d'intérêts et de dommages et intérêts punitifs, pour un montant total de 300 000 $. J'ai senti ma respiration se bloquer. 300 000 $, bien plus que ce que l'appartement valait à l'origine. Et enfin, a conclu le juge en fixant directement Ryan, je renvoie cette affaire devant le procureur pour engager des poursuites pénales pour faux en écriture, fraude et détournement illicite de fonds. Monsieur Martinez, vous ferez l'objet d'un procès pénal distinct qui pourrait aboutir à une peine d'emprisonnement. L'audience est levée. Le coup de marteau a résonné comme le tonnerre dans la salle. J'avais gagné. J'avais gagné sur toute la ligne. Les jours qui ont suivi le procès ont été étrangement calmes. Je suis rentré chez moi, à la campagne, sentant un immense fardeau s'envoler de mes épaules, mais aussi une profonde tristesse que je ne pouvais ignorer. J'avais gagné la bataille juridique, j'avais récupéré ce qui m'appartenait, mais j'avais perdu mon fils en chemin. Ou peut-être avais-je simplement accepté le fait que je ne l'avais jamais réellement eu. Ryan n'a pas cherché à me contacter. Gregory m'a informé qu'il avait engagé un autre avocat spécialisé en droit pénal pour faire face aux accusations à venir. Le procès pénal prendrait des mois, voire des années, mais le verdict civil était définitif et exécutoire. L'appartement était légalement de nouveau mien, et Ryan avait 30 jours pour réunir les 300 000 $ que le juge l'avait condamné à me verser. Jessica m'a appelé une semaine après le procès. Sa voix semblait différente, plus légère, comme si elle pouvait enfin respirer. Eleanor, je voulais juste te dire que le divorce avance rapidement. Mon avocat pense qu'il sera prononcé dans 2 mois. Elle a fait une pause. Et je veux te remercier. Cette phrase m'a surprise. Me remercier? Pourquoi? Pour avoir eu le courage de faire ce qui était juste, a-t-elle répondu. J'ai vécu pendant des années avec un homme qui s'est révélé être un menteur et un voleur, mais j'avais trop peur de l'affronter. Toi, tu n'as pas eu peur, et ton exemple m'a donné la force de quitter cette relation. Je vis chez ma sœur maintenant. Je suis une thérapie et, pour la première fois depuis des années, je me sens libre. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Ma sœur Carole est également venue un après-midi sans s'annoncer. Elle affichait une expression de honte que je ne lui avais encore jamais vue. Nous nous sommes assises sur ma véranda, et pendant un lourd moment, aucune de nous deux n'a dit un mot. Finalement, elle a rompu le silence. Tu avais raison, a-t-elle dit simplement. Au sujet de Ryan, au sujet de tout. Et j'avais tort. Pas seulement tort, j'ai été cruel avec toi au moment où tu avais le plus besoin de soutien. Carole, ai-je commencé, mais elle a levé la main. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Pendant des années, je t'ai traité comme si tu exagérais tout, comme si tu faisais du cinéma, comme si tes sentiments n'avaient pas d'importance. J'ai défendu Ryan parce qu'il était plus facile de croire en lui que d'affronter la vérité sur ce qu'il est réellement. Je te dois de plates excuses, Eleanor, et je comprendrai que tu ne puisses pas me pardonner. Elle avait les larmes aux yeux. Je l'ai regardée pendant un long moment. Cette sœur qui m'avait blessé par son incrédulité, qui avait choisi le mauvais camp au moment où j'avais le plus besoin d'elle.
Mais j'ai aussi vu en elle quelque chose que j'ai reconnu, un regret sincère. Je te pardonne, ai-je dit finalement, parce que garder de la rancœur ne ferait que me détruire. Mais les choses doivent changer entre nous, Carole. J'ai besoin que tu me croies, que tu me respectes, que tu me considères comme ton égal et pas seulement comme quelqu'un que l'on tolère. Elle a hoché vigoureusement la tête en essuyant ses larmes. Je le ferai. Je te le promets. Et pour la première fois depuis des années, j'ai serré ma sœur dans mes bras, sentant que peut-être, nous pourrions reconstruire quelque chose de vrai toutes les deux. L'appartement a été officiellement réinscrit à mon nom 3 semaines après le procès. Grégory m'a remis les clés avec un sourire. Il est de nouveau à toi, Éléanore. Légalement et de façon incontestable. J'ai tenu ces clés dans ma main, les mêmes que mon père m'avait données des années plus tôt, et j'ai ressenti sa présence comme s'il était là, à mes côtés. Mais quand j'ai visité l'appartement, quelque chose en moi avait changé. J'ai parcouru les pièces vides où mon père avait passé ces dernières années, là où il avait été heureux, là où il avait prévu de me laisser un héritage protecteur. Et j'ai réalisé une chose essentielle. Je n'avais plus besoin de m'accrocher à ce lieu pour faire vivre sa mémoire. Mon père vivait en moi, à travers les leçons qu'il m'avait transmises et la force qu'il m'avait donnée pour mener ce combat. J'ai alors pris une décision. J'ai appelé Grégory et lui ai dit, je veux vendre l'appartement, mais cette fois selon mes conditions, en toute légalité et avec mon accord exprès. Il a semblé surpris. Tu es sûr, Éléanore? Tu viens à peine de le récupérer. J'ai souri. L'appartement s'est vendu en 2 mois pour 270 000 $. En y ajoutant les 300 000 $ que Ryan devait me verser sur ordre du tribunal, je me retrouvais avec plus d'un demi-million, plus d'argent que je n'en avais jamais eu de toute ma vie. De quoi vivre confortablement le reste de mes jours, voyager, et accomplir toutes ces choses dont mon mari et moi avions toujours rêvé sans jamais pouvoir les réaliser. La procédure pénale contre Ryan a avancé lentement. Son avocat a tenté de négocier un accord, mais le procureur, constatant la préméditation du crime, a requis une peine exemplaire. Grégory me tenait informé, mais honnêtement, cet aspect ne m'obsédait plus. J'avais obtenu justice. Ce qui arrivait à Ryan désormais était la conséquence de ses propres choix, pas des miens. Un après-midi, alors que je triais des papiers chez moi, je suis tombé sur une vieille photo de Ryan quand il avait 5 ans. Sur l'image, il me serrait dans ses bras avec ce sourire pur que seuls les enfants possèdent, cette innocence qui n'a pas encore été touchée par l'avidité ou l'ambition. J'ai gardé la photo longtemps entre mes mains et j'ai enfin laissé couler mes larmes. J'ai pleuré pour le petit garçon qu'il avait été. J'ai pleuré pour la mère que j'avais été, celle qui pensait que l'amour suffisait à maintenir une famille unie. J'ai pleuré pour toutes ces années gâchées, pour toutes les promesses non tenues, pour tout ce qui aurait pu être et qui n'a jamais existé. Et après avoir pleuré, j'ai rangé la photo dans un tiroir et j'ai refermé cette porte dans mon cœur. Parce que j'avais appris une leçon cruciale durant cette épreuve, aimer quelqu'un ne signifie pas le laisser vous détruire. Être mère ne signifie pas être une victime. La véritable famille ne se définit pas par les liens du sang, mais par le respect, l'honnêteté et l'amour véritable. Et parfois, l'acte d'amour propre le plus courageux consiste à lâcher prise et à s'éloigner de ceux qui ne font que vous blesser. Ryan était biologiquement mon fils, mais il ne faisait plus partie de ma famille. Plus de la façon qui compte. 6 mois après le procès, je me suis retrouvé assise dans un petit café à Madrid, regardant par la fenêtre les gens déambuler dans les rues pavées sous un ciel d'une clarté parfaite. J'avais une tasse de café au lait entre les mains et un sourire que je ne pouvais contenir. Je réalisais le rêve que mon mari et moi avions planifié pendant des années, découvrir l'Espagne, arpenter ses villes historiques, me perdre dans ses musées, goûter sa cuisine. Il n'était plus là pour le partager physiquement avec moi, mais je sentais sa présence à chaque instant, dans chaque saveur nouvelle, dans chaque rue explorée, dans chaque coucher de soleil contemplé. Et à ses côtés, je ressentais aussi la présence de mon père. Fier que j'ai finalement utilisé son héritage non pas seulement pour survivre, mais pour vivre pleinement. La petite boîte en bois contenant la clé d'origine de l'appartement m'accompagnait dans ma valise. Je ne possédais plus l'appartement, mais je conservais cette clé comme un rappel, non de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'avais reconquis, ma dignité, ma voix, mon pouvoir. Ce petit morceau de métal représentait désormais quelque chose de bien plus précieux qu'un bien immobilier. Il représentait la victoire d'une femme qui refusait de rester invisible. Grégory m'avait appelé la semaine précédente pour me donner des nouvelles du procès pénal.
Ryan avait finalement accepté un accord de plaider coupable avec le procureur, 3 ans de prison pour fraude et faux en écriture, avec possibilité de réduction de peine pour bonne conduite. En apprenant la condamnation, je m'attendais à ressentir de la satisfaction, peut-être même de la joie, mais je n'ai éprouvé qu'une profonde tristesse et la certitude que la justice, bien que douloureuse, avait triomphé. « Veux-tu que je te tienne informé de sa situation ?» m'avait demandé Grégory. J'y ai réfléchi longuement. « Non », ai-je fini par répondre. Il a fait ses choix et il en assume aujourd'hui les conséquences. J'ai refermé ce chapitre de ma vie. J'ai besoin d'avancer sans regarder constamment en arrière. Et je le pensais vraiment. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la libération. Carole m'a rendu visite avant mon départ pour l'Europe. Notre relation se réparait lentement, comme une fracture qui a besoin de temps pour se consolider correctement. Nous n'étions plus les sœurs que nous avions été, mais nous construisions quelque chose de nouveau, de plus honnête. Je t'envie, m'a-t-elle dit alors que nous buvions du thé sur ma véranda. Pas pour l'argent, mais pour ton courage, pour oser recommencer à 0 à 63 ans. Je lui ai souri. Carole, il n'est jamais trop tard pour recommencer. L'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui importe, c'est d'avoir encore la volonté de vivre plutôt que de simplement exister. Ces mots étaient restés suspendus dans l'air entre nous, une vérité dont nous avions toutes les deux besoin. Jessica avait elle aussi tourné la page. Son divorce était prononcé et elle avait commencé un nouvel emploi dans une autre entreprise, loin de tout ce qui lui rappelait Ryan. Elle m'envoyait des messages de temps en temps pour me donner des nouvelles de sa thérapie, me raconter comment elle réapprenait à faire confiance et comment elle avait enfin compris qu'être forte ne signifie pas rester dans des situations qui vous détruisent. Tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la vérité, m'avait-elle écrit dans son dernier message. Merci d'avoir été l'exemple dont j'avais besoin. Ces mots m'ont profondément touché, car ils m'ont fait comprendre que mon combat n'avait pas servi qu'à moi-même. Sans le savoir, j'étais devenu une source d'inspiration pour une autre femme qui avait elle aussi besoin de trouver sa propre force. Désormais installé dans ce café à Madrid, je réfléchissais à tout ce parcours, depuis cet après-midi pluvieux où Grégory m'avait appelé pour m'annoncer la terrible nouvelle jusqu'à ce moment de paix et d'accomplissement. Ce fut un voyage douloureux, plein de trahisons et de larmes, de nuits sans sommeil et de décisions impossibles. Mais ce fut aussi un voyage de transformation. J'avais appris que le silence n'est pas une faiblesse lorsqu'il est choisi consciemment. Que la solitude n'est pas une punition lorsqu'elle vous enseigne qui vous êtes réellement. Que l'âge ne vous rend pas invisible, il vous apporte de la perspective et de la sagesse. Que perdre quelqu'un que l'on aime est parfois nécessaire pour ne pas se perdre soi-même. Et que la justice, même si elle tarde à venir, vaut toujours la peine qu'on l'attende et qu'on se batte pour elle. J'ai pensé à toutes ces femmes qui traversaient probablement des situations similaires en cet instant précis. Des femmes trahies par leur famille, dépouillées, traitées comme invisibles simplement parce qu'elles étaient plus âgées ou qu'elles menaient une vie plus simple. Et je souhaitais qu'elles sachent ce que je savais désormais, qu'elles possèdent plus de pouvoir qu'elles ne l'imaginent. Que leur voix compte. Qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo de la vue depuis la fenêtre du café. Je l'ai publiée sur ce petit groupe de réseau social que Carole m'avait appris à utiliser, accompagné d'un message simple, à 63 ans, j'ai d'ailleurs découvert que les fins peuvent aussi être des commencements. Ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes trop vieille pour défendre ce qui vous appartient, pour recommencer à zéro, pour vivre pleinement. La vie ne s'arrête pas quand les autres décident de vous ignorer. Elle s'arrête quand vous décidez de renoncer. Et j'ai choisi de ne jamais renoncer. Les commentaires ont commencé à affluer immédiatement. Des femmes de tous âges partageant leurs propres histoires de résilience, de batailles gagnées, de moments où elles avaient choisi de se défendre contre ceux qui les sous-estimaient. Chaque commentaire était un rappel que mon histoire n'était pas seulement la mienne. Elle s'inscrivait dans quelque chose de bien plus grand, l'histoire de toutes les femmes qui refusent d'être réduites au silence. J'ai fini mon café et je suis sorti marcher dans les rues de Madrid. Le soleil brillait doucement sur mon visage et j'éprouvais une profonde gratitude d'être en vie, d'être là, d'avoir eu le courage de me battre alors qu'il aurait été tellement plus facile de renoncer. Mon père m'avait laissé un appartement, mais le véritable héritage qu'il m'avait légué était la certitude de ma valeur, le fait que je méritais le respect et que je ne devais jamais laisser personne me rabaisser. Et cet héritage-là, contrairement à l'appartement, personne ne pourrait jamais me le voler. Ce soir-là, avant de m'endormir dans mon petit hôtel avec vue sur la Gran Via, j'ai serré la vieille clé dans mes doigts une dernière fois. Demain,
j'allais visiter le musée du Prado, un rêve que je caressais depuis des années. Après-demain, je prendrai le train pour Barcelone. Et après cela, qui sait? Le monde était immense, et j'avais enfin la liberté, les ressources et la force nécessaires pour l'explorer. J'ai rangé la clé dans sa boîte et j'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis bien des années, j'ai dormi dans une paix absolue, car j'avais appris la leçon la plus importante de toutes, le véritable pouvoir ne vient pas de ce que l'on possède, mais du fait de savoir qui l'on est et de refuser d'être rabaissé. Peu importe qui tente de vous convaincre du contraire, si vous vous retrouvez un jour à vous battre pour ce qui est juste, pour ce qui vous appartient, pour votre dignité face à ceux qui vous ont trahi, souvenez-vous de ceci, le silence peut être une stratégie. L'âge peut être de la sagesse. Et une femme qui décide enfin de se défendre est la force la plus irrésistible de l'univers. Est-ce que cela en valait la peine? Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque instant de douleur. Oui, cela en valait absolument la peine, car je me suis retrouvé moi-même, et c'était finalement la seule chose qui importait vraiment.